Les premières pièces qu'on a trouvées, c'était là-bas. C'était éparpillé de partout. En fait, c'est le rêve de tout le monde. Mais moi, c'est un rêve qui se réalise. On avait besoin, à l'époque, 100 000 francs, par exemple, ou 200 000 francs, ou 1 million. On vendait, c'était au plus offrant. Que ce se soit retrouvé en Corse, et en particulier dans cette zone, c'est tout à fait surprenant. On n'a pas du tout soupçonné au début l'importance de ce qu'allait être le trésor de Laval. En 1986, de l'or ressurgit des fonds du golfe de Lave, derrière cette crique, lors d'une pêche aux oursins. Des pièces monnayables à prix fort apparaissent lors d'une vente aux enchères. C'est le début d'un roman d'aventure, d'une traque sans fin et d'une histoire qui, encore aujourd'hui, n'a pas livré tous ses secrets. Ce dimanche matin d'automne, la mer est d'huile dans le golfe de Lave. C'est une journée idéale pour une oursinade. Au volant de son bateau, Marc Cotogne, un jeune pompier, met le cap à l'ouest vers la crique de Pietrapiumbat. Marc Cotogne plonge et commence sa pêche aux oursins. Il doit les ramener à des amis. Une cinquantaine de personnes sont conviées au cabanon. À 2 ou 3 mètres de profondeur, une lueur attire son attention. Quelque chose de scintillant sur un rocher, une pièce dorée, il la ramasse, retourne à ses oursins. Près d'une faille rocheuse, il en trouve 5 autres. De retour au cabanon, il montre sa trouvaille à son ami, Ange Bianca Maria, un jeune commerçant ajaccien. Ange est le seul aujourd'hui à pouvoir nous raconter cette histoire. Marc Cotogne est décédé en 2004. Et il est descendu me voir le lundi matin en me disant qu'il avait découvert des pièces d'or. Enfin, il ne savait pas trop ce que c'était, parce que c'était un peu des pièces cuivrées, on ne savait pas si c'était du laiton, du cuivre. On a vu que c'était des pièces anciennes. Et on est allé acheter des bouquins où il y avait justement des pièces romaines. On s'est aperçu qu'en fait, c'était des pièces de valeur qui avaient à peu près 1700 ans. Donc on a décidé, on s'est dit, il en avait trouvé, je crois, 5-6. Et on a décidé, j'ai dit, bon, on va monter chercher le reste. À mon avis, il y en a encore. Et c'est ce qu'on a fait. Alors voilà, là on arrive sur le lieu de la découverte. En fait, la découverte, c'est ce côté-là, tout ce périmètre, en partant des rochers, là. On en a trouvé ici, mais les toutes premières qu'on a trouvées, c'était dans cette faille-là. Et là, il y a un plateau un peu plus loin. Le plateau, il est là, voilà, c'est ça. Le plateau, et les eaux étaient plus basses. Donc, dans 10 cm d'eau, elles étaient carrément posées sur le plateau. Ça, c'est les premières qu'avait trouvées Marc. On en a trouvé 6. Et ensuite, on a eu qu'à continuer tout le long. Et en fait, c'était comme le petit poussé. On a trouvé tout le long. La chance a souri à ces jeunes Ajacciens. Les pièces qu'ils ont trouvées proviennent d'un trésor. Il y a plus de 1700 ans, un navire romain parti des côtes ligures aurait fait naufrage aux abords du golfe de Lave. À son bord,
une précieuse cargaison. Au XIXe siècle, un pêcheur de corail serait le premier à trouver des pièces. Puis en 1958, un jeune avocat ajaccien en vend à un numismate. Alerté sur une vente de monnaie d'or, Jean Laforie, conservateur au cabinet des médailles à Paris, les examine et les répertorie dans un catalogue. Jean Laforie a dû réagir en se disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est tout à fait remarquable, surtout pour cette période, c'est-à-dire une période de l'Empire romain réputée pauvre en monnaie d'or. Et voilà que cette époque pauvre en monnaie d'or nous fournit des pièces d'une taille considérable dont certaines n'ont jamais été vues jusqu'à nos jours. Les numismates savaient qu'il y avait des pièces dans le trésor de Corse. Il y avait 2 publications qui avaient été faites en 1958 et en 1980 par un numismate, aujourd'hui malheureusement disparu, qui était le plus grand spécialiste de l'étude du IIIe siècle, en l'occurrence. Et donc ces pièces, on savait, elles étaient connues, elles étaient publiées, avec des planches, avec des photos. Simplement, il y en avait beaucoup moins. Marc et Ange n'ont qu'une idée en tête, plonger. En 3 semaines, ils ramassent des dizaines de pièces. Ils vendent leur premier lot à des négociants clandestins à Paris pour environ 5 millions d'anciens francs. On a vendu un premier lot en décembre. Des gens ne me connaissaient pas. Je veux dire, c'était par l'intermédiaire d'amis que j'ai pu avoir le contact. Ces gens-là nous ont acheté en nous faisant promettre que si on en avait encore, l'exclusivité était pour eux. Félix, le frère d'Ange, a rejoint l'équipe. Conseillé par un collectionneur, il décide lui aussi de vendre des pièces à Nice, puis à Paris. Il se rend chez le plus prestigieux numismate de la capitale, Vinchon, rue de Richelieu, une adresse bien connue. À Paris, la rue de Richelieu, c'est l'endroit où des acheteurs viennent du monde entier pour dégoter le spécimen rare. Ce numismate travaillait à l'époque dans une des boutiques les plus courues. Un médaillon de Claude II à l'époque en vente publique, ça se négociait entre 90 000 et 300 000 francs français, nouveaux francs. Okay, et un auréus, ça pouvait valoir à l'époque 5 000 francs à peu près, un auréus d'Aurélien. C'était magique pour moi. À l'époque, on était jeunes. Je repars avec, à l'époque, je sais pas combien ça fait maintenant, mais ça doit faire 250 000 € pour quelques pièces. C'est la caverne Ali Baba. C'est comme Fernandel, la caverne Ali Baba. Il allait plonger, puis il vendait. Le champagne coule à flot. Quand les caisses sont vides, il retourne vers la crique miraculeuse. Quand on n'avait plus de sous, on montait, on plongeait, ou on en cherchait encore et on le retrouvait encore. On dilapidait vite ce qu'on avait gagné, quoi. Enfin, ce qu'on avait touché, quoi. Et à chaque fois, on était obligé de remonter. Enfin, c'est moi qui montais souvent à Paris, puisqu'on faisait l'échange avec Vinchon. La vie était belle, je veux dire, c'était... oui, on s'est permis des choses qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Les frères Biancamaria plongent presque tous les jours, par tous les temps. In his octopus's garden in the shade.
La nouvelle de la découverte d'un trésor se répand. Plusieurs équipes de plongeurs sont sur le coup. On ne plongeait pas, des fois on restait sous les rochers et on cherchait sous les rochers. Et un soir, il y a des gens qui sont arrivés où on n'avait pas fini de faire un trou qu'on avait fait parce qu'on les trouvait dans les trous. Et malheureusement pour nous, ils ont trouvé une pièce, ils ont compris, quoi. Et après, au fil du temps, tout le monde s'est greffé dessus. Ils avaient même mis, à l'époque, tellement ils tenaient à leur trésor, des points de guet pour pas que les gens s'approchent, parce que tout le monde était attisé pour découvrir où se trouvait ce golfe et ce trésor pour plonger. Donc ils avaient mis des points de guet avec des gens soi-disant. Est-ce que c'est des gens déjà armés pour protéger le golfe? En mai 1986, une lettre anonyme retranscrite sur procès-verbal parvient à la gendarmerie. Un inconnu signale une curieuse agitation nocturne dans une confusion totale des genres. La nuit, près du golfe de Lave, il se passe des choses. Transbordement d'objets par des hommes habillés en tenue militaire. Ça sent le FLNC. Il faut mettre les embuscades. Cette lettre anonyme a permis d'ordonner une enquête préliminaire qui fait état de mouvements suspects dans le golfe de Lave et qui fait effectivement référence au FLNC. Je pense qu'il faut le resituer dans l'atmosphère de l'époque, qui était une atmosphère quand même de tension et d'un climat qui pouvait être anxiogène, et d'où cette référence au FLNC. Les gendarmes se mettent à contrôler les bateaux autour de la crique. La rumeur d'une chasse au trésor à Lave parvient jusqu'à la préfecture d'Ajaccio. L'affaire éclate au grand jour le 7 novembre 1986, à la une du journal Le Provençal. Découvert par des pilleurs d'épaves lors de Lave aux enchères à Monaco, titre Le Quotidien, l'article révèle que 18 pièces d'or doivent être proposées prochainement dans une vente aux enchères. Une enquête est ouverte pour détournement et recel d'épaves. Selon la loi, ces pièces proviennent d'un pillage archéologique. Tout ce qui est trésors, antiquités qui sont découverts dans les fonds marins de notre territoire, ça appartient à l'État. Par contre, si ça avait été trouvé sur Terre, la législation est un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui pourrait revenir à l'inventeur, c'est-à-dire à celui qui découvre le trésor, mais il est obligé de faire une déclaration de découverte auprès de l'État, du ministère de la Culture. Qui se cache derrière cette vente à Monaco ? Les enquêteurs ont leur petite idée. En 1 heure de temps, ils apprennent que les monnaies d'or ont été proposées par un numismate. Ils se rendent à Paris, rue de Richelieu. Dans la boutique du suspect, saisissent 18 pièces. Sur un procès-verbal que nous avons retrouvé, le numismate s'explique. En novembre 1986, un jeune homme est venu me présenter un lot de pièces romaines. Il s'agissait de Félix Biancamarille. Il fallait savoir que ces 18 pièces, c'était des pièces uniques. Dans le lot qu'on a trouvé, on avait trouvé un gros lot, il avait mis 18 pièces qui étaient uniques, dont ce fameux Gallia, qui coûtait extrêmement cher, qui maintenant vaut peut-être 1 million d'euros lui seul. Et je suis rendu compte. Plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées hier par le groupement de gendarmerie d'Ajaccio dans le cadre de l'affaire de Lave.
Les gendarmes ont agi sur commission rogatoire délivrée par le parquet d'Ajaccio. Une information a en effet été ouverte pour cette affaire et certaines personnes pourraient être inculpées de détournement et recel d'épaves maritimes. Quelques heures seulement après la parution de l'article dans la presse, les frères Biancamari sont emmenés manu militari à la gendarmerie. Ils sont venus nous chercher au golfe de Lave. Mais en fait, c'était pas le golfe de Lave, c'était, ça s'appelait Affiguire. Et ils nous ont emmenés à la gendarmerie, ils nous ont gardés 48 heures. Alors que les gardes à vue sont en cours, les hélicoptères de la gendarmerie et les vedettes de la direction des recherches archéologiques commencent leurs explorations. Rentrent alors dans cette chasse au trésor les archéologues de la DRASM, la direction des recherches archéologiques, bien décidée à retrouver les restes d'un navire. Quand je me rends en plongée sur le site, je découvre en fait pour la première fois de ma vie le golfe de Lava. Il m'explique où des pièces ont été trouvées qui sont en fait étalées comme ça, comme si on avait semé des graines dans un jardin. Donc j'ai une incompréhension d'abord du site. Je me dis, il y a personne qui s'est amusé à semer des pièces, donc il y a quelque chose qui se produit ici. Les pièces viennent sans doute d'un point focal, d'où ensuite elles ont essaimé dans la baie. Tout ça, c'est la construction intellectuelle que l'on fait parce que eux-mêmes, les plongeurs, n'ont pas encore aujourd'hui parfaitement compris comment ça s'est passé quand je les rencontre. Au cours des fouilles sous-marines, aucune trace de galion romain n'est retrouvée. Il n'y a pas d'épave telle qu'on peut l'imaginer ou telle qu'on le conçoit dans l'imagination, c'est-à-dire avec les restes du bateau, etc. Tout ça, ça semble assez dispersé, fracassé. Cela demande réflexion pour savoir exactement comment ce trésor a pu arriver dans ces lieux, dans quelles circonstances. Alors que les recherches se poursuivent en mer, en garde à vue, les frères Biancamari assurent que ces pièces leur ont été données par un oncle. Alors l'avocat me dit, il faut dire que c'est un héritage. Ok. Ce que m'avait dit ce Dirvanchon à l'époque. Mais on n'était pas bon. Alors je dis que c'est un héritage. Donc c'est un héritage, mais l'histoire du héritage ne tient pas. Mais ensuite par la suite je change d'avocat. Et là j'ai maître Antoine Solacaro, qui était un ami à l'époque. On a tout repris. Et là j'ai raconté la vraie version. Mais d'autres plongeurs disent avoir trouvé les pièces en mer. Au cours de nos recherches, nous avons trouvé les pièces. Elles étaient éparpillées sous des galets et dans des failles, entre le bord et 1 mètre d'eau. Félix et Ange Biancamari et 8 autres prévenus, dont 2 numismates, sont mis en examen pour détournement et recel d'épaves maritimes. On est passé devant le juge d'instruction qui nous a notifié l'inculpation de recel, détournement d'épaves maritimes sur un site archéologique. Alors je ne sais pas où ils avaient trouvé ça, parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'épave, ils n'avaient rien du tout. Les explorations n'ont toujours pas permis de trouver les traces d'un quelconque navire. On est relativement démunis parce que, en dehors du fait que des plongeurs nous disent c'est là, donc ils nous montrent une baie très large, on n'a pas d'informations plus circonstanciées, on n'a rien qui nous signale la possibilité qu'il y ait une épave à proximité. On a fait des plongées à droite à gauche, mais on ne trouve rien. Et donc, il n'y a pas d'opération qui est programmée sur la vase. Je dirais que d'une certaine manière, l'affaire s'éteint presque à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on se dit que les quelques dizaines de pièces qui ont été retrouvées et saisies, c'est l'essentiel de ce qu'il y avait à trouver. Ça s'arrête un peu comme ça. Mais alors, comment poursuivre des pilleurs d'épaves alors qu'il n'y a pas d'épave ?
C'est donc ce matin que magistrats et prévenus se sont retrouvés dans la salle d'audience du palais de justice d'Ajaccio. Après 8 ans d'enquête, en novembre 1994, le procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio. La défense demande la restitution des pièces. On demande la restitution en disant que ces pièces nous appartiennent parce qu'elles sont chez nous et que nous les possédons régulièrement pour les avoir retrouvées dans notre famille ou dans nos meubles ou que sais-je encore. Nous n'avons pas été suivis. Selon le procureur, ces monnaies appartiennent bien à l'État. Il n'a pas l'intention de les rendre. Contrairement à ce qu'ils avaient prétendu, ils pratiquaient la plongée, qui s'étaient procurés d'un certain nombre de matériel de plongée, etc. Et ce qui les a menés, je pense, à admettre qu'ils en avaient fait la découverte. Les 8 prévenus sont condamnés à des peines allant de 6 à 18 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. C'est là qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. Je m'attendais à récupérer mes pièces. Parce que j'ai volé personne, j'ai fait du mal à personne. Après jugement de la cour d'appel, les 73 pièces saisies sont confisquées et remises au ministère de la Culture. 40 de ces monnaies se trouvent aujourd'hui dans les coffres du cabinet des médailles à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, où elles sont étudiées sous tous leurs aspects. Vous avez un échantillon relativement représentatif du trésor. Essentiellement des monnaies des années 260, début des années 270, des oreilles de l'empereur Galien, des médaillons de l'empereur Claude. Il y en a une quarantaine à Lava, ce qui est tout à fait exceptionnel. On en connaissait un seul avant la découverte du trésor de Lava. Des monnaies, des oreilles de l'empereur Quintille. L'empereur Quintille n'a régné que 3 mois. On connaissait 2 pièces d'or de ce court règne et le trésor de Lava en contient 19. Ces pièces que l'on appelle des oreilles d'or sont des traces rares d'une époque méconnue de l'Antiquité et de l'Empire romain. Pour la première fois de son histoire, depuis l'empereur Auguste, c'est-à-dire depuis la fondation de l'Empire, on est entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ pour le règne d'Auguste, l'Empire romain ne décide plus des guerres, mais il les subit. Et il ne les subit pas seulement sur un seul front, ce qui aurait pu être gérable par les empereurs et par la structure administrative, militaire et politique, et fiscale aussi, puisqu'il faut de l'argent, donc tout est lié en fait. C'est que pour la première fois de son histoire, il est attaqué sur plusieurs fronts de manière simultanée. Cette période commence avec le règne de l'empereur Galien. En 260, il bataille contre les invasions avant de mourir assassiné par ses propres troupes. Claude II le Gothique, un général de l'armée, lui succède. L'armée va porter au pouvoir celui qu'elle pense être le plus compétent pour mener des victoires, et c'est donc cet officier qui s'appelle Claude qui devient l'empereur Claude II, dit le Gothique. Et donc Claude II accède au pouvoir durant l'été 268 à Milan, et c'est dans le cadre de cette victoire à Milan qu'il va faire frapper des monnaies d'or exceptionnelles, qu'il va distribuer à ses soutiens pour les remercier de l'avoir porté au pouvoir. Buste, la légende de droit, avec la titulature de l'empereur, et puis l'image d'une, on va dire, une allégorie, une personnification, qui est la concorde, c'est-à-dire la bonne entente entre les soldats et entre les armées qui l'ont porté au pouvoir. Les historiens ont pu faire parler ces pièces d'or. Mais un joyau du trésor est resté dans l'ombre. L'enquête est au point mort depuis plusieurs années. Puis en 2009, une information arrive aux oreilles des policiers. Un collectionneur a demandé au ministère de la Culture un passeport de sortie du territoire. Une série de pièces doit être vendue en Suisse. Les prix atteignent 600 000 € par unité. Cette collection, ces objets doivent être présentés au musée de la monnaie. Et là, stupeur, au milieu de cette collection, qui était vraiment une belle collection, il y a une pièce en or qui tape dans l'œil du conservateur de l'époque.
qui dit « mais ça, c'est une pièce exceptionnelle et il est sûr que ça vient du trésor de Lava ». Et il refuse de délivrer le certificat que pour cette pièce. On intervient, moi je fais un article 40, à savoir que je signale ainsi au procureur qu'il y a des pièces de Lava qui circulent, que tout me laisse supposer qu'on est en train de déstocker, profitant de l'oubli du temps, que des gens sont en train de déstocker des pièces qui sont détenues illégalement depuis les années 80. Les pièces du trésor ont circulé en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Face à l'ampleur de l'affaire, Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, est saisie. Une affiche montrant les monnaies romaines est envoyée dans le monde entier. Le message est bref. Ces pièces sont invendables. Elles font partie d'un trésor national. Mais une autre information est parvenue aux enquêteurs. Une pièce inestimable du trésor de Lave serait de nouveau en circulation. À la fin des années 80, lors de la première enquête, seul un croquis et des photos de mauvaise qualité saisis chez un antiquaire attestaient de son existence. On a des informations précises au fond sur ce plat, mais on ne sait pas qui le détient, on ne sait pas où il est. On nous raconte qu'il a été vendu aux États-Unis, que des Américains ont débarqué dans leur propre jet privé pour venir. Voilà, ça c'est toutes les sornettes qui circulent autour de ça. Le plat, on ne doute pas de son existence, mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. Pendant près de 15 ans, ce mystérieux plat en or est resté introuvable. Au cours de mes rencontres, qui se font de manière extrêmement confidentielle, ici ou là, j'apprends que le plat existe toujours, qu'il n'a pas été vendu aux États-Unis, qui apparemment il brûle les mains de ceux qui l'ont, qui le possèdent, qu'il ne trouve pas preneur parce que la pièce est trop importante sans doute. Voilà, donc je commence à comprendre que ce plat est peut-être susceptible de réintégrer un jour les collections publiques. L'enquête redémarre. Les policiers placent Félix Biancamari sur écoute téléphonique. Au cœur de l'été 1986, c'est lui qui avait fait cette incroyable découverte. Je vois ce truc qui brille. Je pense que c'est... Comme il y a beaucoup de... Il y avait des morceaux de bois. C'est pas très propre là-bas, en fait. Hein. Enfin, très propre, c'est naturel. Hein, c'est un morceau de... Mais je dis, bon, c'est un morceau de laiton qui vient de quelque part. Et en sortant le plat, quand je mets la main comme ça, je tire le plat, parce que j'ai le bras qui te songe que là. Hein. Je fais ça, je tire le plat, je sors le plat. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc, quoi? Et j'entends l'anneau qui bouge. Et je retourne comme ça, je m'aperçois que c'est un plat avec une pièce à l'intérieur. Mais le plat, il est intact, il est nickel. On dirait qu'il a été fait à l'instant. Félix Biancamari a voyage, contacte de riches entrepreneurs au réseau international, des notables, des acteurs susceptibles de trouver un acheteur. Le plat traverse les frontières afin d'être négocié à prix fort. Les policiers se rendent compte d'une étrange négociation entre un prince libyen et un des intermédiaires des Biancamari, l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio. Je suis parti à Monaco, j'ai rencontré la responsable de Sotheby's, et elle m'a dit je vous mettrai en contact pour faire l'expertise, mais si vous voulez, je vous mets en contact avec le sultan Al-Tagir, qui était à l'époque président de l'OPEP. Donc, je me suis rendu avec mon neveu à la villa du prince. Et donc, dans la discussion, il m'a dit, moi, il faut que le plat, pour pouvoir l'acheter, il faut qu'il soit officialisé par l'État, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème si je devenais acquéreur de cet objet. Le prince n'achètera jamais la coupe en or. Félix Biancamari, à lui, reste dans le collimateur de la justice. Il est surveillé physiquement par les policiers.
un jour, lors des surveillances, on constate qu'il décide de monter à Paris, rencontrer quelqu'un, puis on s'aperçoit qu'il va aller à Bruxelles. On le suit, on arrive à Bruxelles, il est pris en charge par nos collègues belges, il passe une nuit dans un hôtel, on ne le lâche pas toute la nuit. Et le lendemain matin, il a rendez-vous dans la gare de Bruxelles, et là, il y a un individu qui arrive, il discute, et il lui remet un sac en plastique, qu'il lui-même range dans un sac de sport, et il reprend le TGV pour Paris. Il y a 80% de chances que ce soit le plat. Donc on prend l'option et la décision de l'interpeller lorsqu'il arrive sur Paris. Ce qui est fait. Il y a un autre agent qui le suit de Bruxelles dans la rame de train jusqu'à Paris. Il nous prévient et là on monte un dispositif pour l'interpeller à la gare de Roissy. Je rentrais de Bruxelles avec le plat parce que j'étais monté le récupérer là-haut. Je l'avais confié à un ami qui était entre guillemets chargé de le vendre. Et la vente s'est pas faite. Donc il m'a demandé de monter le récupérer là-haut, puisqu'il était là-haut. Mais donc je suis parti récupérer à Bruxelles et je suis en descendant que je me suis fait arrêter. Voici donc cette pièce exceptionnelle, unique, le plat plein en or donc du trésor de Lave. Enfin récupéré. 25 ans après sa découverte, le plat prestigieux retrouve les coffres de la direction archéologique sous-marine à Marseille. Les spécialistes ont pu émettre l'hypothèse qu'il venait d'ateliers de la région de Milan et que ce plat avait été, dans la deuxième partie du IIIe siècle de notre ère, réalisé, donc sous le règne de Galien, réalisé dans le cadre de la préparation de grandes fêtes. 25 cm de diamètre, 800 grammes. Unique au monde. Ce joyau serait évalué entre 1 et 2 millions d'euros. Depuis sa découverte, la coupelle d'or a été au cœur de bien des embrouilles. Le médaillon central à l'effigie de l'empereur Galien a disparu. Le premier constat que je fais avec tristesse d'ailleurs, c'est que je vois que le médaillon dont on sait qu'il existait encore et qui sertissait, qui était serti dans l'omphalos, dans le cœur du plat encore dans les années 80, le médaillon, on le voit très nettement, a été desserti pour être vendu à l'unité parce que plus discret que le plat avec son médaillon. Desserti, le médaillon aurait été perdu au cours d'une étrange séance de photos sur un bateau amarré dans le port d'Ajaccio. Ce jour-là, on avait beaucoup de mer, il y avait de la mer, le bateau bougeait, donc j'ai dit ou on change d'endroit et on va dans un endroit lui montrer l'objet, ou il me l'emmène. Et quand il est arrivé, mon chien, moi j'avais un chien à bord, un chien loup, le chien a sauté sur Daniel, Daniel est tombé dans l'eau avec le plat et des pièces, il y avait 3 pièces ou 4 pièces, je ne sais plus combien il y avait avec les sachets, ils étaient dans des sachets en plastique, et c'est parti dans l'eau. J'ai appelé les sapeurs-pompiers de mes amis qui ont plongé pour essayer de retrouver. Mais ils ont fait un périmètre pour essayer de retrouver. Le médaillon est parti à l'eau. Il a été perdu par quelqu'un à qui j'avais tout à fait toute confiance et qui m'a dit qu'il avait perdu. En fait, je sais qu'il a été vendu. Perdu ou vendu? Nouvelle énigme de cette rocambolesque histoire. D'après les spécialistes de l'affaire, le médaillon circulerait de nouveau. Il serait en tout cas sous main privée. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il existe encore.
Une photo que nous avons pu consulter et reconstituer montre en effet un médaillon de Galien qui correspond à celui du plat. Sur cette image, la pièce est enchâssée entre 2 vis dans 2 carrés de plexiglas. J'ai même cru un moment que je pourrais le récupérer. Et ces témoignages, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non, pas grand-chose à en dire, simplement ça, cette information qui m'a été produite. Le plat a vocation à retrouver son médaillon. C'est une évidence, quoi. C'est des pièces... C'est presque contre nature que cet objet ait été dégradé de cette manière. Enfin, je suis terrifié par l'idée qu'on soit capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne respecte ni l'histoire ni la mémoire de l'humanité. Et moi, je me disais, s'il y a une opportunité, s'il y a un moyen de le récupérer, je rêvais de pouvoir le réinscrire dans le plat. Voilà, mais tout ça est toujours très très compliqué. Le médaillon pris en photo est-il vrai ou faux ? Sera-t-il un jour retrouvé ? Aucune enquête n'est ouverte actuellement. Le trésor de Lave recèle encore bien des secrets. Mais l'incroyable remontée à la surface de ce plat unique a permis de lever le voile sur le propriétaire hypothétique de cette précieuse cargaison. Quand on additionne la masse d'or représentée et ce plat tout à fait remarquable avec un médaillon qui avait été inséré en son centre, on se dit qu'il s'agit là d'un don que le propriétaire du dépôt a bénéficié de largesse impériale à un niveau très élevé, très très élevé, surtout dans cette époque de troubles. Le propriétaire du trésor serait-il un vaillant général des armées dont la fortune se serait accumulée au gré des récompenses impériales ? Un fidèle de l'Empire qui aurait quitté Rome pour rejoindre de nouvelles fonctions en Méditerranée, préfet des prétoires ou consul, dont les historiens perdent la trace en 273. Il y a un nom, parmi ceux qu'on connaît, mais il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, qui vient à l'esprit, c'était celui de Julius Placidianus, qui, après avoir été un général sous Galien qui s'occupait des Alpes au moment de la division de l'Empire face aux empereurs gallo-romains, a ensuite été consul au début du règne d'Aurélien. Et on perd sa trace en 273, date à laquelle se termine le trésor de Lava. Un autre mystère a longtemps alimenté les récits. Une statuette a-t-elle fait partie du trésor de Lave ? Le conservateur du musée de Sartène, aujourd'hui à la retraite, avait reçu des confidences. Vraisemblablement, elle existe, parce que moi j'avais déjà entendu dire que c'était une statuette de 20 à 30 cm en or massif qui représentait une déesse romaine, et j'ai eu par la suite confirmation par un de mes amis aujourd'hui décédé qui avait vu cette statuette, et c'est lui qui m'avait donné approximativement les dimensions. Alors, la statue, je peux vous confirmer qu'elle n'a jamais existé. Voilà l'objet. Quelqu'un m'a contacté et m'a dit qu'il l'avait eu dans les mains, qu'il la connaissait parfaitement et qu'il était à même de m'aider à la redessiner. Alors, comme je n'ai pas de talent de dessinateur, on a consulté un dessinateur, un artiste d'ailleurs, hein, et on a fait une séance de plusieurs heures, partie dans l'idée de faire un portrait robot. À partir d'un témoignage, l'archéologue a fait dessiner l'objet perdu et a longtemps essayé d'éclaircir ce mystère. En vain. On est retourné avec les douanes, on a été l'OCBC, on a été en 2011 et on a retrouvé la cache. Grâce à toutes les informations recueillies, on est allé jusqu'à la cache, hein, qui est vide aujourd'hui. J'ai acquis, la certitude, ce que je ne croyais pas du tout dans les années 80, j'ai acquis la certitude que la statue avait existé. Malheureusement, presque aussi rapidement, j'ai aussi acquis la certitude qu'elle n'existait plus.
qu'elle avait été débitée en 5 morceaux, m'a-t-on dit, qu'elle avait été coupée, fondue et vendue au prix de l'or, et que le témoignage, c'était uniquement la mémoire de ceux qui l'avaient eu dans les mains et qui étaient capables aujourd'hui de nous en esquisser à grands traits le portrait robot. La statuette en or n'a jamais été retrouvée. Faute d'avoir trouvé l'objet de légende, l'archéologue a voulu reproduire la statuette telle qu'on lui a décrite. Voilà donc la réplique possible de la statue. D'ailleurs, elle est lourde. Hein. Ceux qui l'ont eu dans les mains, et en particulier celui que j'appellerais le grand témoin, m'a dit, alors ça a un peu oscillé dans son souvenir, mais une quinzaine de kilos sans doute, peut-être plus. Ce jeune homme, tenant une huître dans sa main, est-il apparu lors d'une trouvaille extraordinaire ou d'un récit imaginaire ? Le mystère demeure, mais aucune photo ni preuve n'est venue attester de l'existence de la statuette en or. Près de 40 ans après la fabuleuse plongée des pêcheurs d'oursins et leurs multiples démêlés judiciaires, le trésor de Lave continue de mobiliser gendarmes, policiers et juges d'instruction. En 2017, à Bastia, un ferry s'apprête à quitter le port. Les gendarmes saisissent Aurélien, Quinty, Galien cachés dans des tampons à encre à bois. Les pièces sont dissimulées dans les bagages de 2 passagers en partance pour Hong Kong via Savone en Italie. Au même moment, à Ajaccio, un 3e homme est arrêté. Les enquêteurs le connaissent. En 2014, il a été soupçonné d'avoir dérobé une mallette contenant des monnaies d'or du trésor de Lave. C'est pas négociable en Europe puisque vous savez qu'on a un service très spécialisé au niveau européen pour la protection des biens culturels et il apparaissait à la fois des écoutes, de l'enquête et de la connaissance des gendarmes qu'elles ne sont plus négociables sur le territoire européen. On pourrait remonter très facilement et il n'y a plus que le marché d'Extrême-Orient où on a des personnes très riches et qui souhaitent acquérir ces biens d'une valeur inestimable où elles peuvent encore être négociées. Ça, c'est un grand classique. Lorsque des pièces sont exceptionnelles, que la source se tarit, les gens vont essayer de faire des faux. C'est systématique. Ça marche pour la numismatique, pour les tableaux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est pillage archéologique, on a du mal à en trouver, donc on va faire des faux. C'est facile à faire, il suffit d'avoir un masque, un moule, etc. Moi, je sais qu'à une certaine époque, un informateur nous proposait ces pièces de lava alors qu'elles étaient fausses. De nombreux objets du trésor ont fondu sous les chalumeaux ou se sont volatilisés vers d'autres pays, copiés par des faussaires. Reste la question centrale. Comment et pourquoi ces centaines de monnaies ont échoué sous des falaises corses ? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le fait que ce trésor se soit trouvé dans une zone assez sauvage de la Corse qui ne pouvait pas être son point d'arrivée logique. C'est pour ça qu'on peut penser, on peut imaginer ce qu'on veut, tempête, naufrage. Certaines pièces ont subi l'impact du feu, ou en tout cas d'un échauffement très intense qui fait que l'or a commencé à fondre. Et ces pièces à moitié fondues témoignent donc d'un incendie à un moment donné de la vie du dépôt. On ne peut pas en dire plus.
Ces centaines de pièces d'or ont-elles été englouties après un naufrage ou cachées par un riche Romain en partance pour l'Afrique ? Les juges pourront-ils répondre à cette question ? Le trésor de Lave va connaître un nouvel épisode judiciaire. Un nouveau procès est attendu à Marseille. Ce mois de janvier 2024, devant le tribunal correctionnel, Félix Biancamari doit être jugé. Il est accusé d'avoir gardé en sa possession le plat en or et tenté de le monnayer. Quand un objet, donc un bien culturel maritime, un objet est trouvé sous l'eau, il y a deux possibilités. Soit qu'on retrouve son légitime propriétaire et qu'il manifeste son intérêt à recouvrer son bien, en prouvant d'abord que c'est bien sa propriété, soit on ne retrouve pas le légitime propriétaire et ça appartient à l'État. Félix n'a jamais compris pourquoi on l'accusait de vol. Il a toujours espéré récupérer son plat. Ce que j'espère, c'est de déjà récupérer ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire les pièces, le plat, ou alors un dédommagement de l'État. C'est-à-dire être dédommagé de ce que j'ai trouvé, ce qui est tout à fait normal, puisque la loi, elle prévoit que la personne qui a trouvé un trésor est dédommagée automatiquement. C'est à hauteur de je ne sais pas combien, mais on s'en contentera. Voilà. Il ne sera pas tout seul au tribunal. Un de ses amis est poursuivi pour avoir tenté aussi de vendre le plat. Je suis ami avec Félix et Ange, et comme j'avais des discussions avec Félix, et comme il était sur écoute, et en discutant, il pensait que je devais vendre le plat. Et on plaidera la relaxe parce que Jean-Michel Richaud à la fois conteste les faits, et puis également, nous, en qualité d'avocat avec Maître Marosé, on contestera les qualifications parce qu'il nous apparaît qu'à supposer les faits établis, les qualifications retenues par le juge d'instruction ne peuvent pas prospérer. Selon la défense, aucune épave n'ayant été retrouvée, les deux prévenus ne peuvent pas être poursuivis pour avoir détenu un trésor retrouvé en mer. Dans la procédure qui nous occupe aujourd'hui, la plus récente, si je puis m'exprimer ainsi, qui n'a que, pardonnez-moi, 13 ans maintenant, eh bien, un certain nombre d'investigations ont été menées, des investigations particulièrement colossales, où il a été tout de même question de dynamiter les fonds marins pendant plusieurs semaines, afin de retrouver justement tout ce qui pouvait faire dire à cette instruction qu'une épave avait pu exister et que ce trésor avait été en fin de compte déposé du fait de ce naufrage. Aucune trace d'épave n'a été trouvée. Hypothèse avancée par la défense, il n'y aurait jamais eu de naufrage. Un dignitaire romain installé en Corse aurait caché sa fortune sous terre. J'ai trouvé des traces, notamment dans le livre du lieutenant-colonel Biancamari, publié en 1963, La Corse, ses luttes, ses souffrances. Il y a des traces d'une histoire qui remonte à 1896, où des ouvriers italiens, dans la vigne du duc de Pozzo di Borgo, pas loin du village de Villanova, trouvent une jarre pleine de pièces d'or. Et ils s'enfuient dans la nuit en laissant la jarre vide sur place et en oubliant deux pièces d'or sur place. On a des traces ensuite dans la mémoire collective de ce trésor, dans la bergerie de Lave, la fameuse tuerie de Lave en 1927 où M. Mancini et ses enfants sont abattus par le bandit Perfettini à la recherche d'une énorme somme d'argent, plus de 46 000 francs de l'époque, ce qui est énorme et impossible à avoir pour un berger. On est vraisemblablement toujours dans la même idée de cette jarre pleine d'or qui a été trouvée dans la vigne à côté de Villanova. Si les pièces d'or ont été exhumées du maquis, ces inventeurs pourraient bénéficier des lois encadrant les découvertes à terre. Une partie du trésor pourrait alors leur revenir. Reste que la trouvaille n'a jamais été déclarée.
des pièces d'or du trésor de Lave, certains empereurs romains, Galien, Claude le Gothique, Quintille, seraient restés dans les oubliettes de l'histoire car peu connus des historiens. D'autres souverains antiques figuraient sur ces médaillons, ils n'ont jamais été retrouvés. Selon les spécialistes, le trésor compte 1400 pièces, seules 73 ont été saisies, le reste continue de circuler dans le monde entier.